Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vous en avais parlé, retour chez Aura Guitar avec Aurélien. Salut Jaf. Donc vous avez vu la dernière fois, il m'a fait des magnifiques micros 62 pour ma Telecaster. Exact. Et il a lancé l'idée, que je n'ai pas pu refuser bien entendu, de nous expliquer comment il travaillait et comment il fabriquait ses micros. Plaisir. Donc, on va aujourd'hui voir tout ça. Donc déjà, merci Aurélien de me recevoir. C'est cool. Et puis, on va voir donc un petit peu ces micros. Alors, première question, déjà avant qu'on regarde comment tu travailles, moi je voudrais savoir pourquoi on arrivait à faire des micros. Tu trouvais pas ce que tu voulais ou Les micros, ça fait partie intégrante du son de la guitare. Ça fait, en pourcentage, on pourrait peut-être... C'est compliqué de dire, mais je pense que sur une électrique, tu es autour des 30% du son. Donc c'est quand même énorme. Et en fait, ça faisait très longtemps que je voulais faire des micros. J'ai travaillé avec M4 Pickup Stéphane Bossard pendant plusieurs années. Pas d'affilée, mais plusieurs années. Donc du coup, il y a... Bon, allez, presque 15 ans, je bossais pour lui les lundis. Je m'en souviens très bien parce que je bossais pas dans mon autre atelier. Et j'allais faire les embases avec lui. Et ça me titillait de savoir comment ça fonctionnait. Parce qu'en vrai, c'est pas hyper compliqué, un micro. C'est... un aimant, une bobine qui est autour, qui est excitée par la corde en acier, et ça fait un son. Enfin, ça transmet le son à l'ampli, qui va l'amplifier. J'aime bien quand on dit c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Non. Quand on sait pas, et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, parce que, par exemple, moi, je suis guitariste, mais je suis vraiment une buse, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire tout ce qui est technique autour de la guitare, c'est-à-dire les radius, les types de frettes, les types de micros, les machins, en fait, je m'en suis jamais préoccupé. En même temps, c'est pas ton... Ouais, mais il y en a qui sont super fans, tu vois, ils disent, ouais, mais moi, ma guitare, elle a un radius machin, j'ai des frettes comme ça. Ouais. Moi, je suis venu chez toi, tu m'as changé les frettes, c'est super bien, je sais que ça me convient, mais par contre, et c'est pour ça, pour les micros, ça m'intéressait, parce que je pense qu'on est nombreux à pas savoir comment ça marche. Enfin, comment ça se fait, en plus. Ouais, comment ça se fait, surtout, comment ça marche. Je veux dire, Rickenbacker et Fender et tout, Gibson, etc., ont quasiment tout fait. Enfin, là, tout ce qu'on fait, nous, ici, avec Aura, c'est de la reproduction. De choses identiques, du vintage correct ou pas. Et tous les fabricants de micros font la même chose. C'est des redites. Je crois qu'ils sont allés jusqu'au bout techniquement du micro, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon de le faire. Le fait de le faire à la main et non pas en machine. C'est les imperfections qui vont créer justement cette petite magie qui est perceptible à l'oreille. Et en fait, c'est ça qui me passionnait au début. D'accord, parce que moi, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est que j'ai toujours lu dans Guitar World, Guitare et Basse, enfin voilà, quand il y a des magazines, je lisais ces magazines-là, le fait que le nombre de tours de bobinage, et ça faisait en sorte que, c'est pour ça que chez Fender, il y a eu des périodes où il y avait soit plus de tours, soit moins de tours, et que la différence entre chaque micro, c'était parce que c'était fait à la main, et donc forcément... il y a plein de choses qui rentrent en compte. Voilà. Il y a ça. À l'époque, c'était fait à la main par souvent des femmes, qui étaient couturières d'ailleurs, chez Fender. Parce que le fil est hyper fin, c'est plus petit qu'un cheveu, donc c'est hyper... D'accord. C'est hyper... faut être très délicat en fait quand tu bobines, donc tu coupes ton téléphone en général. Et parce qu'il faut être concentré. Mais oui, donc tu as le nombre de tours, tu as la qualité du fil, tu as la marge de bobinage. Un Jazzmaster est tout fin, un télé est plus large, donc ta forme de bobine est différente. Ça joue aussi. Stéphane m'a beaucoup appris, et puis c'est avec les échecs qu'on apprend. Et le cuivre, ça coûte cher, donc t'évites de faire trop d'échecs quand même. Mais non, c'est super intéressant. Parce qu'une fois que t'as fini de bobiner ton micro, tu peux le redéfaire pour le... Non, tu coupes, c'est mort. Ouais, d'accord, ok. Sauf si t'as fait trop de tours, tu peux les enlever à la main, mais... Quand tu restaures, je fais beaucoup de restauration, c'est foutu, quoi. Tu regardes quelle était la qualité du fil, j'ai un gros classeur où je sais quel micro était bobiné à combien, ça se calcule aussi. Et après, l'idée, c'est de refaire à l'identique. D'accord. Ça, c'est un super job, j'adore faire ça. Ouais, alors c'est-à-dire que, parce que tu travailles pour pas mal de guitaristes hautement plus célèbres que moi, et heureusement pour toi. Je travaille pour tout le monde. D'ailleurs, mais je dirais quand tu as Nono qui te fait des demandes, tu travailles pour qui d'autre aussi en termes de... Ouais, plein de gens, hein. Boris d'Indochine, Manu de Matmata, je vais en oublier plein. Nico de FL, voilà. Mais bon, ce qui est cool en fait, et ce qui est le plus dur, et c'est pour ça que c'est bien d'être musicien, et c'était le cas de Stéphane aussi, c'est que tu dois pallier à une demande qui est pas formulée forcément avec les bons termes. Donc toi, l'idée, c'est d'avoir une culture
musical et à l'oreille aussi, savoir quel type de... où amener en fait le musicien à un résultat donné. Et ça c'est cool, ça c'est une recherche intéressante. Parce qu'il va donner un ressenti lui. Un ressenti ou un son d'album, ou tu vois, donc le micro c'est cool, mais après il y a toute la chaîne derrière qui joue. Le micro c'est le premier truc, donc c'est le plus important. Micro, câblage, ampli, etc. Le câble de la guitare, etc. Ça c'est la chaîne importante. Donc le micro étant le premier élément qui capte la corde, déjà tu fais une grosse partie du boulot à ce moment-là. Et après voilà, c'est de trouver, est-ce que lui il a un manche maple ou un manche palissandre sur une Strat, ça joue énormément. Donc t'as beau changer le micro, il y a plein de petits éléments comme ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la lutherie globalement, et après de pousser le vis jusqu'à l'élément numéro 1, le micro. D'accord. Alors, est-ce que toi après le micro c'était aussi, j'imagine, important dans la confection de tes guitares pour vraiment avoir quelque chose de spécifique? Alors moi, je crois que c'est une de comme ça que tu nous avais prêté avec Jérémy, donc de Lucise. Ouais, c'était pas celle-là, mais c'était ce genre-là, ouais. Et j'avais adoré le système de chevalet flottant, quoi. Ouais. Il est super souple, enfin, c'est pas un Floyd, c'est pas un vintage, c'est vraiment un truc... Ouais, ça c'est Mastery qui fait ça. Ah, donc ça, je trouvais ça important. Et après, les micros, forcément, on s'est régalé, quoi. Enfin, moi en tout cas, en tant qu'ingé son, à enregistrer par rapport aux autres guitares de Jérém, on sent tout de suite, enfin que voilà, j'allais dire c'est pas un jouet. Tu sens tout de suite c'est un vrai instrument qui a une personnalité, qui a une définition. Et de mémoire, on avait utilisé ma vieille tête JMP de 77, tu vois. Et une vieille tête, la tête iWatt que j'ai de 72. Et vraiment, la guitare et les micros amenaient quelque chose que moi j'avais jamais eu sur des têtes d'ampli et des pédales d'effet que je connaissais, tu vois. Bah, après c'est ça, c'est combiner le bon aimant, faire fabriquer des aimants, c'est moi qui les fais, mais avec les spécificités que tu veux. Là le Nico c'est aluminium, nickel, cobalt. Bon voilà, ça il y a des pourcentages à respecter si tu veux avoir les mêmes spécificités que l'époque par exemple. Donc ça faut les faire fabriquer. Il y a le cuivre, le bon cuivre, la façon dont tu vas le bobiner, etc. Ça joue énormément. Un mauvais micro retransmettra un son, de toute façon, c'est sûr. Mais plus tu vas lui en demander, c'est-à-dire que tu lui mets des gros crunchs ou des distos, il va vite devenir bouilli. Et surtout qu'il ait une bonne dynamique. Ça, c'est ce qu'on demande beaucoup. Les simples bobinages ont une grosse dynamique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les simples. Mais voilà, l'idée, c'était de travailler sur l'ensemble de toute la chaîne, donc de l'aimant à la finalité, le paraffinage, par exemple. Et d'avoir un truc cohérent et un truc qui sonne, quoi. En fait, moi, pour le coup, la Telecaster que tu as refaite, c'est une marque vintage, c'était des micros Wilkinson, donc on va dire de bonne facture pour le prix, quoi, pour une guitare qui valait, j'ai dû payer 300 balles, neuve, on dit plutôt. Et là, en fait, les micros que tu m'as fait dessus, enfin, c'est une autre guitare, quoi. Après, tu vois, très dynamique, et comme tu dis, dans le jeu, l'attaque, que ce soit en baissant le volume, le potard du volume, on garde une vraie définition, et quand on met la sauce, contrairement aux anciens Wilkinson, où ça devenait baveux et on avait plus grand chose de précision, là on a un truc qui tranche, quoi. Mais il y a deux trucs. La mauvaise facture d'un micro, certes, après il y a le savoir-faire, quand c'est fait à la machine c'est différent. Et surtout, le prix, tu vois, un truc fait main, c'est plus cher qu'un truc fait à la machine. Donc quand tu te retrouves avec un kit micro qui vaut le prix de la guitare, faut pas, tu vois, la balance est à faire. Exactement. Mais sachant que c'est 30% du son à peu près, hein, c'est ce que je disais au début, les gros geeks me diront l'inverse, à vérifier. Parce que sur les mêmes guitares, je m'amuse à faire des tests et je pense que je suis pas très loin de ce résultat-là. Mais la marge est intéressante parce que si tu as une guitare d'une lutherie moyenne et qu'il suffit de mettre un bon kit micro et de changer les potards, par exemple, tu te trouves avec une gratte pour partir en tournée, par exemple, donc t'as pas peur de la faire tomber et de la faire voler, qui sonne très bien et t'as pas déboursé un rein, quoi. Moi, c'est vraiment l'avantage de ça, c'est que vraiment, cette vintage, je la trouvais avec un look cool parce qu'elle est type usée, quoi. Et j'avais pas envie d'acheter une vraie Telecaster parce qu'en plus, maintenant les vrais Telecaster, t'as tout et rien, quoi. Donc c'est pas forcément évident. Et là, je trouve que pour une guitare, même en ayant racheté un kit micro donc, que tu m'as fait, ça met quand même une guitare, ça fait une vraie Telecaster pour un prix qui est
largement encore concurrentiel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Parce que la lutherie, le poids de la guitare, tu vois, la guitare est un peu lourde. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et donc là, vraiment, ça amène vraiment quelque chose. Donc, sincèrement, si vous avez une guitare qui est un peu faiblarde, mais que vous l'aimez bien et que vous vous sentez surtout bien à jouer dessus, parce que ça, c'est important, ouais. Pensez peut-être à changer de micro pour redonner une nouvelle vie à votre guitare et surtout pour lui redonner vraiment une vraie définition dans le son, quoi. C'est ça. Faut savoir ce qu'on n'aime pas, en fait, déjà de base. C'est le truc le plus important. Il y a une grande mode de vouloir à tout prix changer les micros parce que c'est le truc qu'il faut faire un peu comme en moto. Ah, faut que je change le pot. Ouais. Peut-être, mais est-ce que tu as vraiment envie de changer le pot? Pourquoi? Pour faire plus de bruit ou... En fait, après, voilà, c'est si tu sais la lacune que tu as en jouant, enfin, ce que tu n'aimes pas, tout simplement, là, ça vaut le coup de changer un micro et de savoir pourquoi et discuter avec le fabricant de micro. Moi, je sais que cette télé en studio, parce que j'utilise essentiellement en studio, dans le vieux JMP de 77, eh bien, ça sonnait pas mal, mais c'était pas précis, quoi. Ça tranchait pas. C'est brouillon, ouais. C'est brouillon. Le micro-manche, il était juste inutilisable. Ouais, il sonnait pas. Ouais. Parce qu'il avait rien dans le sac. Et en plus, c'était vraiment un micro... on avait un son, mais il n'y avait pas de définition. Alors que là, celui que tu m'as fait, il est juste, mais jouissif, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que tu le mets, tu as vraiment un son quand tu es dans un plexi, comme ça, un vieux Marshall, c'est là où c'est intéressant, entre guillemets, d'avoir une copie et d'avoir la vraie à côté. Ce qu'on a fait, moi, le kit PAF 59 que je fais, j'ai eu la chance d'avoir un vrai kit, donc qui vaut très cher. Ouais. Et on a dû le démonter parce qu'il y avait une bobine qui était morte. Ouais. Donc là, super, tu peux le démonter. J'en avais déjà fait avec Stéphane, des rebobinés des vieux PAF, mais qui sont d'ailleurs tous différents, en vrai. Ouais. Mais, parce que tous ne sonnent pas. Et c'était le cas d'un des deux, d'ailleurs. Mais le bridge était d'origine, on a démonté le neck. Et après, on a fait les tests à l'aveugle. Je me souviens, c'était au Sax à HR. Et c'est drôle parce que même le guitariste à qui appartenait sa guitare, donc on avait vraiment fait, on a tout mesuré, on a fait tout à l'identique. Les micros sortaient exactement pareil. Tu sens une légère différence quand on voit du gros crunch, parce que c'est là où ça commence à compresser. Ouais. Mais franchement, faut avoir l'oreille très 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 fine pour. Et on s'est tous plantés. Hein. Ouais. Donc voilà. À partir du moment où tu fermes les yeux, si t'as le mojo sur ta gratte et qu'il y avait juste à pallier un manque donc, de son sur le micro, voilà. Ouais, ça fait la blague, quoi. Bah, ça fait le job, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le truc aussi comme l'a dit Auré, de savoir ce que vous voulez aller chercher, quoi. En plus, qu'est-ce que pas changer pour changer, parce que c'est toujours un budget, quoi. Mais est-ce que moi, vraiment, en tant que guitariste, cette guitare-là, je l'aimais parce que je me sentais bien dessus, sauf qu'en tant qu'ingé son, elle était juste pas utilisable en studio parce que c'était de la bouillie, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc d'une pierre, enfin deux coups, j'ai gardé ma guitare et vraiment, j'ai l'impression aujourd'hui vraiment limite d'avoir une télé vintage, quoi. D'avoir une vieille télé. C'est l'idée d'upgrader la gratte. Ouais. Donc ça c'est cool. On va regarder, tu vas nous expliquer un peu comment tu fais alors. Carrément. On va faire un changement de plateau parce que c'est une production à l'américaine, ça tu le savais pas. Toujours, ouais. C'est toujours une production à l'américaine, tu vois, là c'est comme ça. Il y a 3 assistants derrière. D'ailleurs, ça serait bien d'avoir un petit café. Allez. Donc on change et puis on va regarder Auré, moi je vais arrêter de parler et c'est Auré qui va nous expliquer comment il fait ses micros. Allez, à tout de suite. Alors, tu pars de... Ton point de départ c'est quoi? Alors moi, je commande les aimants, les embases où je les fabrique. J'ai aussi une imprimante qui fait certaines embases. Et le cuivre est là. Donc voilà, je fais tout. Mais l'idée, c'était, je te montrerai après, tu pourras faire un petit close-up. Ouais. J'ai la machine où j'emboutis les aimants dans chaque embase. Okay. Et je fais tout, en fait, d'accord, de A à Z. Après, les vieux Fender, tu vois, ils étaient vernis. Ouais. L'idée du vernis, en fait, on le fait tous maintenant, c'était d'isoler en fait l'aimant avec le cuivre, parce qu'avec le temps, ça rouille. Et si ça rouille, bah, la bobine pète, en fait, tout simplement. Okay. Donc voilà. Là, et après, du coup, il faut tout nettoyer, parce que quand tu vas bobiner avec la machine derrière, il faut que la surface soit nickel. Et l'idée, en fait, c'est de préparer d'abord, t'emboutis tous les aimants dans les embases. Après, tu nettoies tout, une fois que c'est nickel, tu bobines. D'accord. Parce que si tu as des imperfections, en fait, tu peux péter le bobinage. Là, si tu as un petit truc qui sort par-ci par-là, lorsque tu vas bobiner, ça va faire un petit désaffleur et ça va couper le fil. D'accord, ok. J'ai une question. La hauteur des aimants, c'est... J'imagine que c'est pas fait au pif? Non, ça respecte le radius, en gros. D'accord, ok. Tu vois, le si est renfoncé, mais tu respectes le radius de la guitare. Ok. Sur cela.
Mustang, non, ils sont plats. Ouais. Ça dépend des instruments, ça dépend des spécificités. Ça dépend du type de micro que tu vas faire. Voilà. Sur un double type PAF Pro, c'est aussi le même principe? En fait, non, parce que là, c'est un aimant par corde. Ouais. Sur les humbuckers, enfin sur le PAF en tout cas, c'est un aimant qui est en dessous et c'est les pièces les pièces autour, les vis qui vont servir à régler plus ou moins la hauteur de chaque corde. Sachant que le PAF original de cette Lover n'avait pas de vis réglable. D'accord. C'est les commerciaux qui ont demandé à ce que ce soit réglable, mais il marchait très bien. D'accord. Et j'imagine un P90 a aussi une autre spécificité technique. Non, c'est pareil, tu as des pièces polaires au-dessus qui vont servir, et tu as deux aimants sur le P90. Un de chaque côté. Donc ce qui fait que c'est vraiment le P90. Si j'ai une bêtise, hein, tu me le dis, c'est bien le lien entre un simple bobinage et un double bobinage. C'est-à-dire que c'est une technique de simple bobinage. C'est un simple P90. D'accord, ok, c'est un simple, mais avec si j'ai bien compris, en dessous, la même technique qu'un double bobinage. C'est un simple, mais pas avec un aimant par corde. D'accord. Donc, tu as un aimant en gros, ce qui était après les humbuckers, donc une grande barrette, que je peux te montrer d'ailleurs après, qui est mis en dessous. Ok. Et c'est les pièces qui sont au-dessus qui vont servir à choper le son de la corde et le retranscrire à travers les aimants et le reste. D'accord, ok. Et en gros, oui, pour vulgariser, le P90 c'était là. Le problème du P90, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent plus, c'est que ça buzz beaucoup, comme beaucoup de simples. Et c'est pour ça que quand humbucker, ça veut dire sans bruit de fond, en gros. Ouais. L'idée du humbucker, c'était de garder, en gros, mais c'était pas vraiment le cas, de garder ce son un peu P90. Parce qu'en gros, le nombre de tours qu'il y a dans le P90, c'est la même chose, mais divisé en deux sur le humbucker. Le P90 a deux bobines larges en dessous. Ouais. Alors que le simple de base, comme on en parlait au début, c'est un plot par corde. C'est marrant, alors tu vois, moi l'idée que j'avais du P90, c'est que c'était donc un super simple bobinage, mais qui n'avait pas de buzz. Tu vois, si ça buzz, voilà. J'en ai jamais eu. J'adore le son. Ça rayonne en fait. Il va prendre vachement plus vite les parasites. D'accord. Vraiment. Ok. Mais tu le remarques sur un plateau, tu te rapproches un peu d'une line, ça fait. Oh, d'accord. Ce que ne fera beaucoup moins un humbucker. Ok. Voilà. Ok, alors, donc là, toi, t'as préparé, t'appelles ça comment, une embase, c'est ça? Ouais, c'est l'embase micro, ça. Donc du coup, j'ai mis les aimants, je les vernis, et là, l'idée, en fait, c'est de nettoyer toutes les surfaces, toutes les imperfections laissées par le vernis, pour pas que lorsque je vais bobiner, le fil de cuivre se prenne dans une imperfection et se casse. D'accord, ok. Voilà. Donc l'idée, c'est de tout nettoyer proprement, avec du papier de verre, surtout sans toucher l'aimant, parce que l'idée, c'est de pas virer le vernis que t'as mis, sinon ça sert à rien, ce que tu veux faire. Et une fois que tout ça c'est nickel, on est paré pour bobiner. Voilà. Donc tu vois là il y a des trous aussi dans les trous de bobinage, ce qui sert à mettre le fil. Donc pareil, il faut nettoyer, faire virer tout le petit vernis. C'est un vernis spécifique, c'est un vernis que tu achètes, ou est-ce qu'il y a aussi des secrets dans le vernis? Bon, maintenant, les secrets avec Internet, tu les trouves tous. Hein. Ouais. C'est des vernis, c'est du nitro celui-là. D'accord, ok. C'est du vintage correct, mais après, tu peux mettre d'autres vernis plus épais. J'ai pas envie de mettre des vernis plus épais. Je garde ça. Ça marche très bien. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu à se plaindre de ces nitros. Depuis que Fender les a fait. Donc, on conserve le vintage correct, tout simplement. Ok. Toi, ton objectif dans la fabrication de tes micros, c'est d'aller rechercher un truc. Ah, ça dépend. Non, j'ai plusieurs gammes, comme tout le monde. J'ai du vintage correct, après tout le monde a du vintage correct, mais je fais aussi des doubles, dont celui que j'appelle le Power Edge, qui s'approche plus du son de Angus, du son d'ACDC. D'accord, ok. Mais je fais à la demande en fait. T'as des clients qui veulent certains sons. Après la gamme, oui, t'as une gamme vintage correct, t'as une gamme moderne, comme celui de la Aura, là, le Dyna dans un format P90, qui n'a pas été simple à faire. Ouais. Mais non, l'idée c'est d'avoir une gamme standard et après de savoir jongler avec les demandes de certains clients. Ouais. Et ça c'est cool. Ouais. Ça c'est le truc cool du boulot. Ouais, où tu vas faire vraiment à façon pour. Et puis toi, ça te met aussi un challenge. Voilà. Mais avec certains musiciens pros, ils veulent un son se rapprochant de ça, mais pas forcément à un niveau de sortie vintage. Ce qui est cool parce que quand tu ne demandes pas énormément à ton micro, tu gardes une grande plage de dynamique. Ouais. Dans le son, c'est pareil. C'est ça. Donc plus tu vas demander à ton micro dès le départ, plus tu vas écraser ta dynamique. Voilà, plus tu vas ça peut être voulu.
Oui, oui, après ça peut être un choix. Moi, c'est vrai que je préfère les micros qui sont plus ouverts, où ça respire plus. Quoi. Voilà, ça dépend, c'est les goûts, les couleurs. Quand tu fais du gros rock, voire plus haut encore, tu changes des aimants, tu mets par exemple de la céramique, ce qui est différent, qui là, on voit plus qu'on voit beaucoup plus que l'Alnico, et qui réagit pas pareil. Les médiums sont complètement différents et tout, donc c'est... Voilà, tu as la façon empirique de faire un micro, puis tu as tous les éléments, comme la mayonnaise, selon ce que tu mets dedans, ça va changer le résultat final. Voilà. Donc reprise. Donc là, en fait, tu mets t'insères ton micro, c'est ça, dans une... Alors je vais le déplacer un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Dans la bobineuse, tout simplement. Donc ça, c'est une machine spécialement prévue pour... Oh, tu peux le faire avec plein de machines, hein. T'en as qui le font avec une visseuse, ça fonctionne. Hein. D'accord, ok. L'idée, c'est que ça aille vite quand même. Ça tourne vite, que ta surface de bobinage soit rapidement d'un point à l'autre. D'accord, et j'imagine que mettre ta gueule, c'est quand même super important. Si tu veux vraiment faire des bons micros... C'est pour être tranquille. C'est pour être tranquille, d'accord. Et ça, c'est pareil, c'était avec CapCut, moi je l'ai mis de l'autre côté pour quand t'as des clients qui arrivent et qui poser. Stéphane prenait le relais avec sa grande patience légendaire. Ok. Le talc, c'est pour pas que ça t'accroche dans les mains. C'est pas de la cocaïne. Hein. D'accord. Sinon, je serais riche. Okay. Là. Mais, et donc, je vais juste filmer derrière, parce qu'il y a des micros... Enfin, pardon, il y a la bobine. Voilà, donc ça, c'est le fil. Ouais, exactement. C'est ça, et donc derrière, tu en as d'autres. Donc en fonction de ce que tu me disais, c'est qu'en fonction du type de micro que tu as à faire... Ouais, c'est pas les mêmes fils. C'est pas les mêmes fils. D'accord. Voilà. Et après, on est parti. Donc... Et là, après, on part. On se laisse pas déconcentrer. Et, donc je ferme ma gueule. Et on y va. Donc tu dois guider, c'est ça le fil? Ouais, tu démarres. Tu vérifies bien que tu tapes bien des deux côtés de la bobine. Et tu vas. Et après, tu as un nombre de tours imparti. Tu as une façon de bobiner que tu dois respecter selon tel ou tel type de micro, en fait, tout simplement. Tu vérifies un peu que tu es bon. Ah, vache, ouais. Et là, tu vas. J'imagine que tu as une sensation dans la main, dans le doigt, qui te fait guider le... Ça frotte légèrement, tu le sens. Faut pas trop tirer sur... Là, ce qui est difficile au début, quand tu commences, c'est de pas pincer la bobine beaucoup trop et de pas la retenir trop pour pas qu'elle soit trop tendue sur ton micro et de pas la laisser trop lâche pour que ta bobine soit trop smooth. Ouais. Faut surtout pas qu'elle soit spongieuse. Ouais, d'accord. Et là, tu comptes le nombre de tours, c'est ça? Moi, je compte pas, c'est elle qui le fait pour moi. Ouais, non, mais je voulais... mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que tu sais le nombre de tours que tu dois faire par type de micro que tu veux. Voilà. Et après, si tu as des demandes spécifiques, là, tu adaptes en fonction du client et de ses demandes. Ok. Donc, je vais dire une connerie, mais c'est fait exprès. Hein. Plus tu mets de tours, plus tu auras un gros son, ou c'est l'inverse? Pas un gros son, plus tu auras... De niveau de sortie? Voilà. Mais plus tu en demandes à un micro, plus tu vas le... Alors ça dépend sur un simple, tu vas le faire baver. Ça va être trop. D'accord. Okay. Et toute l'idée, en fait, c'est ça, c'est un mariage entre ton aimant, ta qualité de fil et ton diamètre de fil et le nombre de tours que tu mets. Plus ta largeur de surface de bobinage. D'accord, ok. Tu vois, là, tu as une plutôt large surface. Sur un humbucker, c'est plus fin. Sur un Jazzmaster, c'est encore plus fin. Ouais. Mais la bobine va être plus large. Ouais. Donc voilà, c'est toute cette science-là, en gros, qui... cette science, tout a été fait, hein, moi je reproduis, mais c'est ça qui va jouer sur le son. D'accord. J'ai une question. Ouais. Les doubles bobinages au format simple bobinage. Les stacks? Ouais, les stacks. C'est pareil, j'imagine qu'il y a une technique identique. Moi, je sais que j'avais un stack, c'est pas le crosser de... si je crois que c'est le crosser de Di Marzio, qui est plutôt vintage, et qui n'a pas forcément un gros niveau de sortie, contrairement aux autres stacks, mais par contre, qui a pas de buzz. Ouais, parce que c'est un double. Voilà, et je trouvais que ce micro-là était vraiment, vraiment intéressant. Ouais, les puristes crachent dessus, moi je trouve ça très bien. Ouais. Ça dépend de l'utilité. Quand tu es en tournée et que tu as besoin de ce type de son et que tu veux pas de buzz, c'est parfait. Ouais. Après, il y a Kidman, un fabricant de micro, qui fait ça super bien. Il garde ce son vintage correct tout en ayant une architecture hyper complexe. Il bosse très très bien, lui.
Voilà, pour avoir du zéro buzz. Donc c'est une bobine fantôme en fait, tout simplement, qui est mise en dessous. Okay. Tu as plusieurs façons de faire des stacks pour plusieurs utilités, ou pour pas avoir de buzz mais garder ce son vintage, ou pour créer un double bobinage dans un simple. D'accord, voilà. Il y a pas mal de trucs à faire. D'accord. Je te laisse finir, parce que j'ai plein de questions qui me viennent, je te laisse finir. Bah, tu peux me poser les questions pendant. Les micros actifs. Ouais. Qu'est-ce qui les différencie Alors moi j'en fais pas des micro-actifs, mais en fait le micro-actif, ce qui se passe, c'est qu'il est préamplifié à l'intérieur par un préampli. D'accord. Après en termes de son, ça change, c'est vraiment différent. On peut leur reprocher, ce qui est vrai, le fait qu'il soit un peu plus froid et chirurgical. Mais en même temps, ça dépend, tu vois, quand... Dans le métal, ce que tu demandes à un micro, c'est énormément de définition tout en ayant un gain hyper élevé. Ce qui est, entre guillemets, pas possible avec un son vintage. Ouais. À un moment donné, quand tu vas lui demander trop de distorsion, trop de signal carré, etc., ton micro, il va pas pouvoir restituer. Il restitue ce qu'il peut de la corde, mais ce qu'il envoie à l'ampli va déjà être trop boueux. Ouais. Donc l'idée en général c'est du humbucker, mais tu as aussi des simples, mais en actif c'est d'avoir un signal assez faible mais qui est préamplifié, avec un certain type de préampli et tout, et qui est boosté en fait avant d'aller à l'ampli. D'accord. Alors moi j'ai eu le cas, je peux le dire, avec les Bucco, quand j'ai enregistré un titre avec les Bucco, c'est qu'il y avait Mathieu, donc lui il avait, je crois que c'est une SP ou une LTD, avec des EMG, et Knack il avait... Je sais plus ce que c'était comme guitare, mais avec des passifs. Et donc Mathieu, je l'ai rentré dans une tête dual rectifier. Et Knack, il était dans sa 5150. Et bien, au mix, ça a été un enfer de faire ressortir Mathieu. Parce que c'était plus une question de niveau, tu vois, dans mon mix, c'est que j'avais un trou, quoi. C'est-à-dire que ça sonnait bien, sauf que quand tu mettais Knack de l'autre côté, Knack, il était défini. Il y avait une patate, et en plus, ça pousse. Ça poussait, quoi. Mathieu, ça poussait que dalle, quoi. Ça a été un enfer. Ouais, mais après, le mariage des deux est bien, en général. Moi, j'ai pas aimé, parce qu'en fait, sur ma stéréo, j'ai super galéré, parce que Mathieu, j'étais obligé de le mettre fort en volume, sauf que ça poussait pas et on l'entendait pas. Et pourtant, il était donc tu rééqualises énormément. Donc j'ai été obligé de rééqualiser, et puis surtout, je créais un déséquilibre. Et j'ai eu le cas aussi avec mon pote Shaq qui est venu faire régler ses basses avec toi la dernière fois. Et j'ai enregistré un titre avec lui, je crois que c'était un titre à moi, où il avait utilisé une de ses LTD avec des EMG, et ça a été un enfer. C'est-à-dire que la basse, j'avais beau faire ce que je voulais, en fait, t'as beau la mettre forte, il n'y a rien qui ressort du mix. Et ça dépend quand même. Alors soit Parce qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Moi j'ai bossé un peu avec Masteria, tu vois, entre deux, ils ont pas forcément le même matos, pas les mêmes guitares, pas les mêmes micros, mais ensemble ça fonctionne. Ça fonctionne bien même, c'est très bien. En studio, je sais pas trop comment ils gèrent, mais... Mais je sais que le micro actif en stud, c'est un truc que j'aime pas, parce que je l'entends pas, tu vois, je pense. Je pense que c'est un truc que moi, en tant qu'ingé son, j'entends pas bien. Ah ouais? J'aime pas, en fait, tu vois, je le maîtrise pas du tout. Alors qu'avec un micro passif, je trouve que tout de suite, si tu veux, j'ai mes repères, je pense que c'est beaucoup une question de repères aussi. Hein. Voilà, l'autre, j'ai vraiment du mal, quoi. Et puis c'est pas les mêmes jeux, tu joues pas vraiment pareil, quoi. Mais c'est cool de réadapter son jeu en fonction d'un type de micro parce que tu cherches ce son. Par contre, c'est vrai qu'en live, c'est bien parce que t'as pas de buzz, t'as pas de truc, t'as pas d'emmerde. Ah ouais, t'as pas de... Puis t'as un gros niveau de sortie, tu peux vraiment envoyer... c'est ça. Puis ça reste hyper précis. Mais ça reste chirurgical. Moi, j'ai joué pendant des années avec des EMG pour faire de l'indus, etc. J'ai essayé plein de passifs. À un moment, ça marchait pas. Et puis t'as un parti pris. Si t'as des sons clairs sur les couplets, etc., et que tu veux envoyer le bousin sur les refrains, t'es obligé de faire il n'y a pas de micro parfait. Tu peux pas non plus adapter un micro, on a tous essayé à un moment, le micro passif en neck et le micro actif en bridge, il y a tellement de différences de niveau que ça ne se couple pas en fait. Non, je pense que ça se couple pas. Donc à un moment donné, t'es obligé c'est un parti pris. Je suis d'accord, mais après voilà, il y en a qui aiment les EMG et qui aiment ce type de micro, mais moi je sais que là je suis en train de préparer un projet avec un groupe de métal, Trash.
il y a un des guitaristes, je lui dis, on va trouver, parce qu'il a une guitare montée en EMG, et je pense qu'on va travailler avec une autre guitare, parce que... ouais, je sais pas si c'est la bonne solution, fais gaffe, mais... En tout cas, je ferai des essais, mais si tu veux, le côté actif-passif de guitariste, avec les Bukowski, moi, ça m'a pas... C'est peut-être pas le bon couplage d'ampli, aussi. Peut-être. Peut-être que ça fonctionnait pas sur... Mais en tout cas, Mathieu, lui, sur la tête de Dual Rectifier, il était content, si tu veux, ça lui allait, quoi. Donc le son, pour lui, était bien. Mais après, en termes oui, après, c'est une fois mixé. Mais tu vois, il y a plein... Je cite Rammstein parce que je pense maintenant, mais tu vois, t'as plein de contre-exemples où ça marche très bien. Après, c'est très tight, mais ça marche, quoi. Ça marche, mais c'est pas le type de son, personnellement, moi, que j'aime entendre sur un album. Oui. Parce que c'est froid, je trouve ça creusé, je trouve que voilà, quoi. Mais par contre, ouais, c'est comme tu dis, c'est chirurgical. Ouais, mais bon, c'est cool, en fait. Selon les styles, c'est cool. Quand tu fais des Indus ou du Black, DS, etc., ça dépend de... Je suis plus trop là-dedans, mais t'as besoin, à un moment donné, d'aller plus loin que le entre guillemets, simple humbucker. Et encore, ça dépend des gens. Hein. C'est ce que j'allais dire, parce que je trouve qu'il y en a qui s'en sortent super bien avec des micros un peu vintage, on va dire, donc avec moins de niveau de sortie, mais c'est l'ampli qui, lui, à ce moment-là, va donner vachement plus de dynamique. En fait, je trouve que le MG, notamment, compresse trop, et donc quand ça rentre dans le préamp de l'ampli, je trouve que c'est déjà compressé, quoi. Tu vois, et moi, comme je te disais, moi j'aime pas ça. Ouais. Alors que je préfère le truc qui respire, où là l'ampli, tu vois, tu vas le sentir, qui va être, ok, va peut-être envoyer un tout petit peu moins, mais en termes de dynamique, c'est pas du tout la même limonade, quoi. C'est ça. Mais bon, voilà, question de ouais. goût. Hein, et puis après, c'est de la prod et tout, donc mais c'est ça qui est cool, hein, dans bien ce sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que d'avoir des guitares avec des sons différents, mais des micros fiables, notamment en studio, pour moi, je suis vraiment content parce que maintenant, je sais que j'ai une télé qui va être fiable. Voilà. Et puis l'idée, c'est ce qu'on aime bien, c'est d'avoir plusieurs instruments qui sont très typés, plutôt que d'avoir, et encore, ça dépend des styles, mais quand tu es en studio, ce qui est cool, c'est d'essayer plein de choses et d'avoir des sons très, très particuliers. À un moment donné, tu as besoin de tel son, tu l'as et tu l'as bien. Plutôt que d'avoir une guitare qui fait à peu près tout, mais bon. Non, mais ils ont essayé, hein, Variax et compagnie, c'est pas mal pour faire des maquettes et tout. Ça fait la blague. Ah, mais ça marche ça. Mais bon, à un moment donné, quand tu vas en sud, ça va rester sur une galette et tout, toute ta vie. Autant kiffer quand tu joues, quoi. Bien sûr. Et avoir la vraie gratte qu'il faut, quoi. Voilà, c'est une idée. Mais... Alors, là, on est à 1719 tours. On n'ira pas jusqu'au bout dans cette vidéo. Hein. D'accord, ok. Parce que normalement, ça monte à combien de tours? Ça dépend. Entre 8 et 10. D'accord. Ça varie. Après, il y a beaucoup de fabricants de micros, tu vois, donc c'est marrant. Si tu es avec Internet, tu vois plusieurs façons de faire. Mais ce qui est important, oui, c'est le savoir-faire. Ça, c'est genre le premier truc. Après, trouver les bons produits. Ouais. Enfin, les bons aimants, le bon cuivre. Et surtout de comprendre ce que veut ton client à un moment donné. Que oui, celui qui veut le son sériel de Strat, celui qui veut certains types de sons, il l'aura, il sait déjà ce qu'il veut, donc c'est cool, t'as plus qu'à respecter ses spécificités. Mais sinon, c'est de savoir comprendre ce que veut le guitariste. Question. Ouais. Que je t'avais déjà posé, mais tu peux permettre de te poser. Tu fais les micros cette forme? Non. Non. Enfin, je pourrais, mais j'ai pas les embasses, il faudra que je les fabrique. D'accord, ok. Mais le problème, c'est que le faire à l'unité, c'est pas rentable. En fait, j'ai très peu de demandes. Donc, je vais pas m'embêter à faire un usinage spécifique. Puis, non, franchement, non. Et j'ai des collègues qui le font très bien, donc autant faire bosser tout le monde. Hein. D'accord. Okay. Je fais pas que des micros, je suis souvent aussi en tournée, donc je préfère garder mon catalogue qui fonctionne très bien. Que je peux étoffer mais à la demande, mais je fais pas de 8 cordes. De 7 cordes. Parce que du coup, il faut commander des aimants, je peux pas les commander à l'unité pour ça. C'est trop compliqué. Oui, est-ce que ça serait des aimants spécifiques? Si par exemple je veux faire un PAF Pro type 59 mais en 7 cordes. Oui, tu peux, mais faut faire. Moi, je fais fabriquer mes aimants. Il y en a certains où j'ai dû faire des moules. Donc, quand tu veux demander à faire un moule, il faut faire une certaine quantité pour qu'il soit rentabilisé. Donc là, si je comprends bien, c'est que le moule de l'aimant pour la 7e corde est spécifique.
Ou pas? Non, c'est ton... Alors, je crois que les 7 cordes, tu peux les trouver maintenant les embases sur certains sites. Ouais. Les aimants et les embases. Donc, tu peux les commander à l'unité. D'accord. Mais sinon, non. Sinon, non, je ne fais pas. D'accord. Donc là, le micro... On a fini celui-là. Et tu vois, quand c'est fini, ta bobine, elle est belle. D'accord. Elle n'est pas plate. Tu m'approches un petit peu de la caméra, qu'on voit ça un petit peu. Ouais. Voilà. Ouais. Incroyable. Et elle est tenue. Tu vois, quand tu la prends ici. Ouais. Oui, tu sens que voilà, c'est ni trop mou, ni trop tendu. Voilà. Et après, il faut finir le micro. On finira après. D'accord, cool. Tu as la fabrication, une partie de la fabrication d'un micro. Et si tu le veux fini, ouais. Il est là. Alors, est-ce que tu remets autour du bobinage, est-ce que tu remets une espèce de cire ou un truc comme ça pour le... Ouais, protéger? Là, il est pas parti en paraffinage, celui-là encore. En paraffinage, d'accord. Mais ouais. Donc voilà. Un beau micro. C'est cool. Donc là, quand on est là, après il te reste à faire donc à mettre les câbles. Les câbles, tu le trempes dans la paraffine, tu les suis. D'accord. Tu le testes. Ouais. Et tu le vends. Et comment tu le testes alors? Tu vas nous montrer ou... J'ai le testeur. Ouais, ah oui, d'accord, ouais, tu regardes que t'as un courant à l'intérieur. D'accord, ok. En kilos. Cool. Voilà, tu calcules aussi l'inductance si tu as besoin. Et après, moi, vu que je connais toutes les spécificités de chaque micro, je sais quand ça fonctionne à tant de hertz, il doit sortir tant. D'accord. Voilà. Bon, en général, de toute façon, tu le sais qu'il va fonctionner si tu sens pas que tu as le point dur dans ta bobine, que ça peut arriver sur les fils très fins où la bobine pète pendant que tu bobines et tu t'en rends pas compte. Ouais, alors c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que à un moment donné, elle peut péter à l'intérieur parce que toi, tu continues à dérouler? Ouais, les fils très fins, si tu vas trop vite, il y a plein de techniques que tu peux rater et ça peut arriver que tu pètes la bobine pendant que tu bobines. Donc elle continue. Hein, mais ouais, donc ça veut dire que tu as fini ton bobinage. Quand tu vas tester, tu te rends compte que le courant passe pas, c'est ça? T'as zéro et en fait, ça veut dire qu'elle est coupée dedans. Oh, putain, donc là, alors des fois, ça peut arriver qu'avec l'inductance, t'as quand même du courant t'as quand même une lisibilité à l'ohmmètre, mais en fait, t'as pas le bon chiffre. Et en fait, c'est que voilà, elle fonctionne à travers, mais en sortie, t'as pas ce qui devrait se passer. Donc c'est qu'elle est pétée à l'intérieur. Et donc là, tu coupes et tu recommences. Là, c'est poubelle. Ouais, bah tu coupes et tu recommences. Oh, ouais, donc en fait, t'as paumé ton fil, quoi. Ouais. Et ton temps. Et ton temps. Mais ça fait partie du truc. Et oui, bah c'est ça quand on est artisan. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe quand tu bobines à pas te déconcentrer. Ouais. Voilà, en gros, les secrets de fabrication d'un micro, c'est pas un secret, mais voilà, le fonctionnement d'un micro. Jamais vu. Voilà, bah vous en savez un petit peu plus. En tout cas, moi, j'en sais beaucoup plus. Un plaisir d'apprendre. Ouais, c'est clair. Je me suis jamais vraiment trop, pas intéressé, mais rencardé là-dessus et de voir comment ça se faisait et discuter de façon avec un passionné, c'est toujours plaisant. Donc, j'espère que vous en savez un peu plus. Si vous avez besoin, vous me contactez ou voilà. Aurélien. Voilà, Aura Guitare. Vous trouvez, il est dans le 78, hein, c'est le 78 ici. À Conflans. À Conflans. Et vous y allez en disant, voilà, j'ai vu la vidéo et j'aimerais bien avoir un top kit micro. Et il va vous faire ça aux petits oignons assez rapidement. Moi, après, sur le site, je te coupe, mais j'ai fait des vidéos avec pas mal de collègues. Donc, vous avez des vidéos de plus ou moins chaque type de micro avec plusieurs guitares différentes, ce qui permet de voir les spécificités de telle ou telle époque. C'est plus rapide. Ouais, et les vidéos sont super bien faites, en plus. Bravo. J'avais une petite équipe pas mal. Que je remercie énormément. La qualité de l'image, le son, ça sonne super bien. Et c'est vrai qu'on entend vraiment en fonction des guitaristes, des guitares, des micros, vous voyez, vraiment, je crois que c'est le meilleur argument. Vous allez voir toutes les vidéos, elles sont pas très longues en plus, c'est bien foutu. Trop long, c'est chiant. Ce qui vous permet de vous faire une vraie idée sur les micros que vous pourriez que vous recherchez. Et après, vous contactez Auré et vous avez exactement ça. Auré, merci Jeff. Merci à toi. Au plaisir. De m'avoir accueilli. Et puis, eh bien, on vous met toutes les informations dans le descriptif, comme d'habitude. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.